Il a commencé en achetant des milliers de références pour Carrefour. Il a défendu un modèle plus engagé chez Biocoop. Et aujourd'hui, il parle de prix bas et valeurs fortes à la COP U. Sylvain Ferry a traversé plusieurs écoles du commerce, le Grand Intégré, à la coopérative bio et la coopérative d'indépendants. Son parcours raconte à lui seul une partie de l'histoire de la grande distribution française. Dans cet épisode, Sylvain, si tu es d'accord, je vais te demander de te prêter au jeu suivant. Tout d'abord, relire ton parcours avec le regard que tu as aujourd'hui. Nous raconter ce que 2025 a vraiment changé dans les magasins, dans les négos et dans le panier des Français. Et puis nous dire comment tu vois 2026 et les années suivantes, bien évidemment, avec la montée de la proxy, les centrales d'achat européennes, les contraintes réglementaires et aussi l'arrivée des outils IA qui peuvent faire vraiment changer la donne aussi dans les listes de courses et les paniers. Pour justement les remplir à la place du shopper. Alors ça, c'est pas qu'un résumé, bien sûr. Le commerce regorge d'autres sujets passionnants dont on va échanger. Si vous êtes auditeur, auditrice, chef de secteur, catman, chef de produit ou dirigeant, l'idée n'est pas d'avoir un discours institutionnel, mais bien des repères concrets pour piloter vos catégories dans un commerce qui devient à la fois plus local, plus digital et toujours plus complexe ou prédictif. Ça, on pourra en débattre. Bonjour Sylvain. Bonjour Salomé. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Sans filtre ajouté. Je suis très content d'être là aussi. Écoute, est-ce que tu as des éléments à nous partager sur cette introduction ? Oui, alors, quand on parle de mon parcours, c'est vrai qu'on le fait tout de suite commencer par Carrefour, mais oui. Je ne suis absolument pas issu du monde de la grande distribution au démarrage de ma carrière. Moi, j'avais une passion, c'était la biologie et les produits alimentaires. Donc, je me suis naturellement orienté vers des études d'ingénieur agroalimentaire spécialisé en process industriel. Et donc, j'ai commencé dans l'industrie. J'ai d'abord été ingénieur qualité chez Panzani à l'époque de BSN, donc Danone. Et ensuite, j'ai rejoint un abattoir où j'ai été directeur de production pendant quelques années avant de rejoindre la grande distribution et de rejoindre Carrefour. Et non pas en tant qu'acheteur de milliers de références, mais en tant que petit chef de produit sur la boucherie et la volaille en 97. 97, c'est une période passionnante dans le retail, on en parlera après. Pour moi, ça a été une passion aussi que j'ai pu découvrir en arrivant chez Carrefour. Et j'ai pris le virus du commerce. Voilà, donc je suis devenu un ingénieur qui s'est mis à être passionné par toutes les composantes du commerce, le produit, le magasin, la logistique, les interactions avec les industriels, le client et tout ce que l'on peut faire autour de ce métier-là qui est juste fascinant. Alors pourquoi il est fascinant ? Parce qu'il est complètement intégré dans la vie sociale et sociétale des Français. Je veux dire, on est presque un élément culturel de chaque pays. J'ai envie de te dire, chaque commerçant définit un pays. Il y a Tesco, c'est en Angleterre, Lidl, c'est en Allemagne. Enfin voilà, donc moi je trouve que c'est passionnant d'être dans ce métier. Et ce que je trouve passionnant aussi, c'est que c'est un métier qui est un tout. C'est-à-dire que souvent on oppose la grande distribution ou le commerçant avec l'industriel fabricant et avec le producteur agriculteur. Mais tout ça, c'est la même chaîne. C'est vrai. Donc on est tous intégrés dans cette même chaîne et il faut qu'on travaille dessus. Et donc si je devais définir mon parcours, je dirais que ce qui m'a énormément motivé au départ, c'était la passion des produits. Comment on les fabrique, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'un bon produit d'un mauvais produit. Et je suis vite arrivé sur la passion du commerce. C'est comment le vendre mieux, comment aider un consommateur, un client à choisir, jusqu'à la passion des femmes et des hommes qui composent ce commerce, puisque maintenant, moi, je me considère plus comme manager que comme commerçant. Voilà. Et donc, je dirais que ce parcours de 30 ans de carrière, pour l'instant, c'est un parcours de passion. J'aime ce que je fais et j'espère que tout le monde le ressent quand on travaille avec moi. Là, en tout cas, tu parles effectivement à des passionnés sur le podcast Sans filtre ajouté. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'avant Carrefour, que je n'ai pas mentionné en introduction ? Quel était justement, alors je dirais le marché du travail pour l'époque ? Qu'est-ce que ça voulait dire justement de travailler au service des produits, du développement des produits à l'époque par rapport à aujourd'hui ? 93, moi je suis sorti de mon école en 93, donc c'est vieux et pas vieux. C'est-à-dire que souvent ce que je dis en 93, on était encore sur des notions de qualité qui étaient des qualités intrinsèques du produit. Donc est-ce qu'il est loyal et marchand ? Est-ce qu'il est contaminé ou contaminant ? Est-ce qu'il est bon ? Mais on n'avait pas encore trop cette logique de se dire le produit que je vais manger, il va impacter directement sur ma santé. Bien sûr. Donc c'était vraiment la production. Et on était encore un peu dans le schéma des années 50 de produire pour nourrir ou de produire pour exporter.
Pas dans une notion de valeur ajoutée, justement. Non, et avec beaucoup produit. de productivité et beaucoup de travail de grosse masse, quoi. Et moi, ce qui m'a intéressé tout de suite, c'était de connaître toutes les opérations qui permettaient de produire un produit. Et je suis sorti dans le marché du travail à un moment où c'était très compliqué de trouver du travail. Les années 93 pour les ingénieurs agro, ça a été une année assez complexe. Et donc, j'ai trouvé un poste dans un abattoir en encadrement d'équipe. J'avais 23 ans et j'encadrais une équipe de 300 personnes, dont 150 bouchers. Voilà. D'accord. Donc c'était une expérience fantastique, hyper marquante, et qui m'a montré dès le départ que la production de masse, elle avait quand même un impact hyper fort sur l'environnement dans lequel on était. L'environnement tel qu'on en parle, Bien mais sûr. aussi les hommes et les femmes qui travaillent là-dedans. C'est des métiers hyper durs, c'est des métiers qui sont, j'allais presque dire déshumanisés, mais c'est pas comme ça, quoi, où vraiment on devient des outils au service d'une production. Voilà. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire de plus intéressant, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Et à ce moment-là, Carrefour recherchait des chefs de produits pour développer les produits à marque Carrefour qui viennent du métier de l'alimentaire et des process agroalimentaires. Et l'idée, c'était de changer le monde. Donc je travaillais avec une femme qui était très inspirante, qui était très très exigeante, qui s'appelait Chantal Jacquet, qui avait vraiment une vision et qui était convaincue qu'on pouvait apporter une qualité différente aux consommateurs via des produits Carrefour, qui étaient des produits qui se voulaient différents des produits des marques nationales. Donc j'ai énormément travaillé sur ces sujets-là avec elle. Donc là, c'était 97. 97. Donc c'était assez précurseur pour de la marque distributeur. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le modèle de Carrefour, c'était U. Parce que U avait aussi travaillé sur cette logique de substance controversée, travaillé aussi sur cette logique de filière et de qualité de ses produits à marque U. Et donc finalement, Carrefour et U avaient les mêmes schémas de travail à l'époque. C'est quand je le fais a posteriori, je me dis oui, c'est vrai qu'il y avait déjà ces développements chez U à l'époque de Carrefour. Donc j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui ont développé les filières agricoles telles que les filières de race normande ou les filières pour faire la boule bio. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui ont décidé à un moment de s'affranchir des OGM dans la composition de nos produits. Enfin voilà, donc c'était vraiment hyper intéressant. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que ce monde économique, quand il a envie de faire bouger les choses, il les fait bouger. Je me souviens, donc moi j'étais j'étais chef de produit, donc ingénieur agro, et on avait une liste de substances qui était interdite chez Carrefour, alors qu'elle n'était pas encore interdite au niveau de l'État. Et donc je prends un exemple, on avait un produit qui était un colorant jaune qui s'appelait la tartrazine. En 97, on n'en voulait pas dans les produits Carrefour. Ce produit, je crois qu'il a été interdit dans les années 2010-2015 parce qu'effectivement, il avait une prévalence sur le développement de l'hyperactivité chez les enfants, quoi, voilà. Et tout ça, c'était encore très naissant. Et il y a eu vraiment un moment où les choses ont bougé. Pour moi, c'est la crise de la vache folle. Oui, bien sûr. Et là, on s'est rendu compte que ce qu'on mangeait avait un impact direct sur notre santé, autrement que par un problème bactérien ou un problème de physico-chimique. Ce qu'on mangeait avait un impact très fort sur notre santé. Voilà. Moi, ça a été un grand moment de révélation sur, mais oui, il faut qu'on arrive à faire évoluer nos produits et ce qu'on mange tous les jours et faire évoluer nos clients là-dessus. Voilà. Et c'est d'ailleurs complètement en lien avec l'actualité en ce moment de U. Complètement en lien. On en reparlera, mais très très intéressant. Et effectivement, donc tu as passé plus de 20 ans, si je ne me trompe pas. 24 ans chez Carrefour. 24 ans chez Carrefour, donc sur les marques nationales puis internationales. Donc là, on a vraiment parlé sur la partie produit. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a appris aussi sur la relation entre les producteurs, les industriels et les enseignes ? Alors la chance que j'ai eue chez Carrefour, c'est que j'ai commencé chef de produit à marque Carrefour sur la boucherie et volaille, donc j'ai développé des filières, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec le monde agricole, notamment la Coperle pour développer les premiers élevages de porcs sans antibiotiques en tant que facteur de croissance, puis la Coperle travaillait avec Madrange pour faire un jambon, et puis travailler avec les magasins pour mettre le jambon en vente. Donc ça c'était le début, et puis après chez Carrefour c'était des années fantastiques où finalement en fonction de nos résultats et de ce qu'on amenait, on pouvait évoluer dans l'entreprise. Donc effectivement, je suis passé de chef de produit à chef de chef de groupe à directeur des achats produits frais, libre-service, marque nationale MDD. Bon, j'ai eu un parcours assez long dans ce qu'on appelle l'achat et la marchandise, mais comme Carrefour est une entreprise qui apporte plein d'opportunités, j'ai quitté ce métier-là dans les années 2013 pour devenir patron de magasin et j'ai géré tous les hyper de l'Île-de-France pendant 4 ans pour ensuite effectivement venir au niveau international et mettre en place des négociations avec les gros fournisseurs. Combien d'hyper ?
Alors, il y avait 52 hyper, D'accord. 17 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires supérieur de 5, enfin à peu près un peu plus élevé que 5 milliards. Et j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe qui a construit un des derniers 13 000 m² à Paris qui s'appelle Villeneuve-la-Garenne, qui est le Quartz. Voilà, donc ça a été mon... Incroyable. Ouais, c'était super. Et là, du coup, j'imagine que dans ton parcours, pour le coup, tu découvres, façon de parler, mais le terrain, ou en tout cas, tu étais au plus proche. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça te change en termes de vision, en termes d'apprentissage ? Déjà, un truc que j'ai trouvé vraiment passionnant, c'est que un magasin, c'est au plus proche des gens. Et alors on parle des clients, mais moi je dis même plus des clients, c'est les gens qui sont autour de la zone, et finalement c'est un élément de leur vie. Donc moi je me souviens, c'était impressionnant, tous les matins quand le magasin ouvrait, il y avait toujours les mêmes personnes qui étaient là en train d'attendre l'ouverture. C'était des gens qui parlaient avec le directeur de magasin ou avec les hôtesses de caisse, et finalement on se rend compte du lien social que crée ce métier. C'est hallucinant. Bien on sûr. est complètement intégré dans la vie des gens. Alors souvent on s'oppose, on dit les méchants grands distributeurs, etc., mais quand on est en magasin, les gens ils nous perçoivent pas du tout comme ça. Non. Il y en a certains qui vous disent c'est ma seule fois où j'ai parlé à quelqu'un de la journée, je viens tous les jours 5 minutes pour acheter ma baguette et mon plat cuisiné, voilà. Et c'est ça que moi j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on conceptualise des trucs dans nos grands bureaux, et puis à la fin c'est des gens qui viennent parler avec des gens, voilà. Et donc c'est un lieu de vie, et je pense que on en parlera après, l'avenir du commerce, c'est de rester un lieu de vie, parce que sinon effectivement on va aller vers du e-commerce. Mais voilà, et moi c'était le premier sujet qui m'a vraiment marqué. Le deuxième sujet qui m'a marqué, c'est la notion de service. Les gens qui travaillent en magasin, ils ont une notion de service au client qui est juste fantastique, et ça aujourd'hui on peut pas leur retirer. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dévoués à leur métier et dévoués à leurs clients, beaucoup plus qu'on ne peut croire, et qui sont capables de se plier en quatre pour rendre service. Et ça, je trouve que ça prend dans le magasin. Et parfois, peu importe les clients, parce que c'est un métier qui est très très difficile. Très exigeant. Ouais, tout à avec fait. Des clients qui peuvent être très demandeurs ou des clients qui sont très sympathiques, mais l'objectif d'une personne en magasin, c'est d'être toujours sympathique avec tout le monde, voilà. Et donc moi c'est ça que ça m'a appris. La dernière chose que ça m'a montré aussi, c'est les conséquences de tout ce qu'on pense dans nos idées stratégiques, dans nos assortiments, etc. Et ce que ça veut dire après sur le terrain, et comment ça se traduit, et comment ça marche. Et voilà, c'est passionnant. Ouais, c'est passionnant. Ça me fait penser, c'est un élément un peu perso, mais je l'avais déjà évoqué sur l'interview avec Dominique Schelcher. Moi, je me souviendrai toujours de ma grand-mère qui adorait, quand j'étais petite et que j'allais passer les vacances avec elle, m'amener dans la petite proxy du village, quoi, pour me présenter en magasin auprès de toutes les personnes qu'elle connaissait. Et c'est vrai que c'est un élément absolument marquant. Donc, Carrefour, tu y as passé effectivement 24 ans. Et ensuite, tu as fait... Alors, est-ce qu'on pourrait appeler ça un virage fort ? Je ne sais pas, tu vas le dire mieux que moi, mais en prenant la direction de Biocoop, avec effectivement un discours très clair sur des produits plus respectueux de la planète et de la santé. Qu'est-ce que cette étape, elle a changé pour toi dans ta manière de voir la consommation, de passer dans une enseigne 100% bio, extrêmement engagée ? Donc c'est une enseigne 100% bio extrêmement engagée, mais c'est aussi une coopérative de commerçants. Donc, tout à fait. C'est des sociétaires chez Biocoop, et c'est une coopérative qui est composée des entrepreneurs de magasins, des agriculteurs qui sont dans la coopérative, des consommateurs, des organisations de consommateurs et des salariés. Et donc ça a été mon premier contact avec le monde coopératif. Et déjà, ça a été le premier sujet. Je me suis rendu compte que le monde des indépendants et des coopérateurs adhérents, ils avaient vraiment tout compris au commerce. Donc c'est être au plus proche de sa zone de chalandise, au plus proche de ses convictions, de ses clients, dans son entreprise, mais d'avoir eu l'intelligence de collectiviser certains sujets, parce que tout seul on n'y arrive plus et qu'il faut se mettre ensemble pour le faire, et d'avoir cette intelligence de se dire je suis un entrepreneur, un commerçant dans ma zone, je connais très bien les clients, je m'occupe de mon magasin, je m'occupe de mon actif, mais finalement aller acheter un produit tout seul, je vais pas être assez fort, donc je me mets avec d'autres, même si je suis un indépendant, je viens dépendant d'autres pour acheter des produits. Ça a été mon premier contact avec le monde coopératif, et je me suis dit c'est quand même un super modèle. Voilà. Deuxième point, moi j'étais rentré dans la distribution quand j'étais très jeune, j'avais 27 ans, et j'étais rentré dans la distribution en me disant j'ai envie de changer le monde.
parce que j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de modifier un peu la façon dont les consommateurs perçoivent les produits et les mangent. Et parce que c'était quoi ton constat initial ? Mon constat initial, c'est que c'était compliqué de continuer avec le modèle qu'on mettait en avant et qu'on vendait dans les magasins, et qu'il fallait le faire évoluer. Voilà. La sortie du Covid, je pense que pour tous les cinquantenaires, ça a été quand même un choc. Ça a été un choc de civilisation. Hein. Et moi, je suis sorti du Covid en me disant j'adore ce que je fais. Moi, j'adore le commerce, j'adore les magasins. Je suis fatigué d'aller faire des négociations pour 1 centime avec Nestlé. Et j'ai envie, je dis Nestlé comme je pourrais dire n'importe qui. Bien sûr, évidemment. Et j'ai envie de retrouver un peu l'essence de mon métier. Et moi, ce que j'aime, c'est faire des produits, c'est travailler avec des magasins. Et à ce moment-là, j'ai rencontré souvent c'est des rencontres de personnes, hein. J'ai rencontré le président de Biocop de l'époque, qui était un monsieur qui s'appelle Pierrick Deronne, qui était un jeune, hein, il avait moins de 40 ans, et qui lui m'a dit moi je recherche un DG parce que je voudrais structurer la croissance de Biocop. On est une super entreprise, on a plein d'idées, on a envie d'aller très loin, mais il faut qu'on se structure. On est un petit miracle, il me disait, et aujourd'hui il faut qu'on se structure parce que moi plus 15 tous les ans, je sais pas si ça va, il était visionnaire, hein, je sais pas si ça va durer tout le temps, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour m'aider un peu à remettre un peu les process régaliens dans l'entreprise, on ne va pas y arriver. Et s'il y a un choc thermique, on ne sera pas prêt à le passer. Alors il a été sacrément visionnaire parce que je suis arrivé en janvier et en février on faisait moins 15. Donc on est passé de plus 15 à moins 15. Et donc là où Pierrick et le conseil d'administration m'avaient recruté pour structurer la croissance, j'ai structuré la décroissance. Voilà ce que je savais faire aussi. Hein. Donc j'ai beaucoup travaillé pendant 3 ans sur du restructuring d'entreprise, à la fois sur c'est quoi l'objet de Biocop, vers quoi on va, comment on vend mieux aux clients, comment on travaille le magasin, mais aussi c'est quoi les coûts de Biocop et comment on les retravaille pour permettre à l'entreprise de survivre à ce choc thermique qui a été la chute du bio pendant à peu près 3 ans, quoi, hein. Voilà. Et là, effectivement, donc on se parle de 2020. Alors dans les dates, je crois que c'est 2021. Je suis arrivé chez 2021. Chez Biocop. Et il y avait une croissance du bio pendant le Covid, me semble-t-il. Tout à fait. Et après, ça a été la décroissance. La décroissance due à l'hyperinflation. Ouais, tout à fait. Voilà, donc c'est le début de l'hyperinflation, sortie du Covid. De mémoire, c'est les premières explosions des prix. Enfin, c'est le début de la guerre en Ukraine, explosion des prix des produits alimentaires. Et voilà. Et donc là. Les produits, le citoyen français commence à voir que l'alimentaire ça coûte cher et il commence à arbitrer. Et le bio est une première raison d'arbitrage. Donc, dans le monde de la GMS, ça a donné des réductions drastiques d'assortiment, la fin des mondes du bio. Dans le monde des spécialistes, ça a été comment on se réinvente, vers quoi on va. Et nous, l'idée qu'on a eue avec le conseil d'administration et Pierrick sur Biocop, c'est de se dire on est une enseigne de militants. Donc il faut aller vers plus de militantisme et donc vraiment être différent et inscrire cette différence. Et ce que ça m'a appris cette époque Biocop, c'est que déjà il y a un impact social et sociétal très fort du commerçant, mais qu'un commerçant ça doit avoir des convictions et ça doit les traduire auprès d'un consommateur, parce que le prix ne suffit pas, hein, le prix il est important, mais il faut aussi des valeurs, il faut aussi créer une différenciation. Et aujourd'hui Biocop c'est une entreprise qui a un taux de nourriture de mémoire de 89%. Ça veut dire que quand on rentre acheter un produit bio dans le circuit spécialisé bio et qu'on rentre dans un Biocop, on va dépenser 89 € sur 100, donc ça veut dire quand même que c'est un attachement très fort. Et que finalement cet attachement très fort il s'est créé parce que Biocop défend le fait qu'on vote avec sa carte bleue et qu'on peut changer le monde avec sa carte bleue et ça marche. Alors est-ce que c'est démultipliable à l'infini? Je ne sais pas. Hein, aujourd'hui, est-ce que Biocop est une entreprise qui peut dépasser 5 milliards de chiffre d'affaires? Je ne sais pas. Aujourd'hui, il ne le fait pas. Hein. Ils ont dû revenir à peu près à 2 milliards d'euros. Mais en tout cas, c'est un sacré modèle de conviction. Tout à fait. Et là, on voit effectivement qu'il y a une reprise du bio. Ouais. Est-ce que vous le ressentez aussi dans les magasins U? Tout à fait. Alors, ce qui est extraordinaire chez U, c'est qu'au final, le taux de pénétration du bio, il n'a pas tant diminué que ça dans notre chiffre d'affaires. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on est un réseau d'entrepreneurs indépendants et nos entrepreneurs, ils ont continué de croire dans le bio. Donc, on n'a pas réduit l'assortiment, on ne l'a pas divisé par 2. On n'a pas trop cassé les mondes du bio qu'on pouvait avoir dans les magasins, sauf dans certains où vraiment c'était catastrophique en termes de chiffres. Et au final, on a aujourd'hui une croissance qui est quasiment équivalente à la croissance de notre réseau.
Et la pénétration du bio, elle est restée stable. Alors elle est un peu diminuée, mais là maintenant elle se stabilise et elle remonte. Donc oui, tout le monde a ressenti ce choc thermique dans le monde de la bio. Mais nous, aujourd'hui, chez U, on reste surreprésenté en bio par rapport à notre part de marché naturel et on continue de croire en cette alternative. Alors dans l'univers global de la distribution et des produits qu'on vend. Et aujourd'hui, donc à la coopérative U, tu parles beaucoup de Made in France, de filière agricole, de prix juste, de MDD engagé. Donc on en parlait tout à l'heure. Comment vous essayez de réconcilier tout ça dans un point de vente? L'équilibre est toujours assez compliqué. Comment ça marche? Alors, on a beaucoup travaillé sur la vision et la mission de U. Donc, notre vision, c'est de dire qu'on va atteindre 15% de part de marché d'ici à 2030. Mais on ne veut pas le faire n'importe comment. On s'est dit aussi qu'il fallait qu'on ait une mission parce que ce que je disais, ce qui est partagé par l'ensemble des associés de U, c'est que le distributeur, le commerçant, il a un rôle social et sociétal. C'est obligatoire, tout le monde doit l'avoir en tête. Et donc pour arriver à cette part de marché, on s'est dit on va travailler sur 2 axes et on va agir pour une consommation à prix bas, parce qu'aujourd'hui le prix bas il est important, et responsable. C'est pas ou responsable. Et donc cette notion de responsabilité, elle prend plusieurs niveaux de travail. Ça va être de mieux guider le client dans le magasin sur ses choix de produits. Ça va être de l'inciter à consommer des produits moins transformés. Donc par exemple, nous, on vend 5 fruits et légumes à prix coûtant par semaine. Donc c'est pour inciter le consommateur à aller vers des produits moins élaborés. On est un fervent défenseur des rayons traditionnels. Notre part de marché en rayon trad, elle est de 16%. Quand en PGC, on est plutôt à 12,5%. Donc on est très fort là-dessus. Et on pense que c'est important de permettre à un consommateur de consommer des produits moins transformés, de réapprendre à cuisiner ou de cuisiner, et puis d'avoir une interaction avec un vendeur, et puis donc ce lien social tous les jours dans le magasin. Ensuite, sur l'assortiment, de plus en plus sur nos marques, on continue d'imprimer un peu cette fonction qui était les substances controversées. Donc aujourd'hui, on s'interdit 150 substances controversées dans nos produits. Le Made in France, pourquoi le Made in France? Et nous, on n'est pas délocalisables, Donc un magasin, il est dans son territoire, on ne va pas pouvoir le mettre ailleurs. Donc j'ai un magasin qui est dans mon territoire, il faut que je fasse vivre mon territoire. Et mon territoire, c'est à la fois le local, là où je suis, puis c'est aussi la France. Absolument. Et donc nous, on est, et quand je dis nous, c'est vraiment l'ensemble de l'entreprise, on est convaincu qu'on a un rôle de promotion des produits français. Et c'est hyper important pour nous. Et donc, on est aujourd'hui le seul distributeur en France à proposer 100% de notre MDD en produits laitiers avec du lait français, 100% de notre volaille, 100% de notre boucherie en France. Et c'est hyper important pour nous. On a jusqu'à 30% de nos produits, 20% de nos produits bazar qui sont français. Bon, aujourd'hui... Quand la moyenne, elle est beaucoup plus basse. Ok, beaucoup plus basse. Là, en ce moment, on travaille sur... Je ne devrais pas le dire, on travaille sur... on essaye de recréer une filière de petits électroménagers en France. D'accord. Pour produire des produits à marque U français sur ces filières-là. C'est très complexe. Super. Mais voilà. Ah bah oui, complètement. Moi, j'accompagne U que depuis 2 ans. Et j'ai envie de dire, c'est dans l'ADN de l'entreprise. Et c'est une des raisons pour lesquels je suis là aussi, parce que je crois beaucoup à ça. Je pense que c'est important de garder un tissu industriel dans notre pays, parce que bon, c'est pas de l'autarcie, mais il faut qu'on soit là pour être. Oui. Sans surprise. Et qu'est-ce que vous remontent vos associés par rapport justement, on en parlait au terrain, c'est-à-dire que effectivement. On pourrait parler de crise du pouvoir d'achat, mais toutes les discussions qu'on a eues précédemment, ça veut aussi dire que si on met de la valeur derrière un produit, effectivement, le consommateur peut arbitrer et peut se dire, est-ce que je prends ce produit, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il y a une vraie valeur, mais concrètement, est-ce que on a l'impression, quand on regarde la grande distribution, alors je fais quelque chose de grossier, mais que tout est guidé par le prix? Alors, ça, c'est le vrai débat, il est quand même là, entre l'équilibre, entre la qualité et le prix. Exact. Il y a un truc qui est indéniable. Aujourd'hui, tout un chacun en France a subi une inflation alimentaire de 22%. 22% depuis maintenant 3 ans. Cette année encore, on va être à une inflation moyenne de 1,5%. Donc c'est évident que le panier de la ménagère il est en train de bouger, que les fins du mois sont difficiles et qu'il y a des arbitrages, ça c'est évident. Maintenant, il y a cette grande phrase, est-ce qu'on choisit la fin du monde ou la fin du mois ?
C'est ce que j'appelle la schizophrénie du consommateur. Et il y a des moments où il va aller chercher le prix et il y a des moments où il va aller chercher la qualité. Et ça, c'est à nous de le sentir et de savoir le proposer. Donc, quand j'ai un produit qui n'est pas différent, je dois être moins cher. C'est aussi basique que ça. Quand j'amène de la différence et qu'elle est perçue par le consommateur, je peux valoriser cette différence. Alors pas dans des extrêmes totaux, mais je peux la valoriser. Donc oui, le consommateur, il a cette notion de qualité-prix. C'est vrai que le prix, c'est sa première préoccupation aujourd'hui, mais on voit que ma santé n'est pas très loin et que l'environnement n'est pas très loin non plus. Donc comment on arrive à gérer tout ça ? J'ai envie de dire que avoir que le prix bas en discussion, c'est pas suffisant aujourd'hui. Parce qu'il y aura toujours moins cher. Bien sûr. Il y aura toujours moins cher. Bien Donc sûr. il faut arriver à avoir cet équilibre entre des prix bas et des produits à valeur ajoutée. Il faut le créer. Et j'ai envie de dire des produits à valeur ajoutée et aussi des magasins à valeur ajoutée. Et ça, c'est plutôt la force du commerce indépendant. C'est que quand on est entrepreneur, son entreprise, c'est un magasin et on investit dans ce magasin. Et Absolument. moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est des magasins magnifiques où on a des entrepreneurs qui mettent beaucoup d'argent pour accueillir des clients et ils les accueillent plutôt pas mal. Alors, 2025 a été une année charnière pour le commerce français, on pourrait dire même depuis 2020, effectivement. Oui, alors, l'histoire du commerce. Bon, moi, pour moi, il y a quand même, alors je ne vais pas faire mon professeur, mais il y a les années 90-2000 et aujourd'hui, il y a les années, on va dire, 2020-2030. 90-2000, qu'est-ce qui s'est passé ? Hyper concentration de la distribution. On se rappelle tous, je crois que c'est 91, c'est disparition d'Euromarché, 96, c'est une OPA d'Auchan sur Mammouth, 99, c'est le rachat de stock par Carrefour, 2000, c'est la méga fusion Promodès Carrefour, etc., etc., etc. Et donc, on a vécu de 90 à 2000 sur une hyper concentration qui a été menée tambour battant par les intégrés, qui étaient Auchan, Carrefour et Casino. Et puis, à côté de ça, les indépendants, le commerce indépendant qui lui travaillait pas la concentration mais travaillait son commerce au plus proche de ses zones de chalandise, qui prenait bien soin de ses magasins quand les gros distributeurs cherchaient absolument à grignoter le voisin et à gagner de la part de plancher. Bon, ça a donné quoi tout ça ? Ça a donné que malheureusement ou heureusement, je sais pas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est le commerce indépendant qui a un peu gagné la guerre et que les intégrés, ils souffrent quand même pas mal. Il en reste un qui est pour moi bien important et qui fait bien le boulot, c'est Carrefour. Casino et Auchan, c'est quand même vachement plus dur. Et justement, est-ce que on retournerait pas dans cette ère d'ultra centralisation, de massification? Alors, donc il y a 90-2000. Et moi je pense qu'il y a 2020-2030 et là c'est à titre personnel, je suis bien sûr, pas non, analyste, mais tout à fait, oui, absolument. Je pense que la concentration de la distribution n'est pas finie. J'en ai aucun doute. Donc aujourd'hui je reste persuadé qu'en 2030 la distribution n'aura pas le même paysage qu'en 2020. Bien sûr. Subit deux pressions fortes. La première pression, c'est l'hyper-compétition dans la GMS. Elle est là. On devient tous de plus en plus bons. Dans notre métier. Les petits régionaux ont tous disparu. Le dernier gros distributeur familial, Score Match, a été racheté par Carrefour. Enfin voilà, donc on est tous en train de devenir de plus en plus bons dans notre métier. Donc ça veut dire que la compétition, forcément, elle s'augmente. Et le deuxième impact qu'on a, c'est ce que j'appelle les spécialistes. Et dans les spécialistes, je mets le e-commerce. C'est-à-dire qu'il y a des pans entiers de notre commerce qui sont à se partager avec des hyper spécialistes, du bazar discount aux produits frais traditionnels d'experts, à des produits qui viennent de notre usine mondiale et qui déferlent en Europe de l'Ouest. Et donc c'est une double pression, la compétition interne et la compétition externe. Et ça va faire bouger notre business. Ça va le faire bouger, c'est sûr et certain. Ça le fait déjà bouger énormément. Enfin, ce qui s'est passé avec Casino il y a 2 ans maintenant, ce qui se passe depuis la semaine dernière avec Auchan, ça prouve que ça continue de bouger et ça va continuer de bouger. Savoir quelle tête ça aura en 2030, je ne sais pas. Est-ce que, pareil, on est sur une interview, un long format, etc., il n'y a pas de jugement ou quoi, mais est-ce que ça va dans le bon sens pour toi ou pas ? C'est quoi le regard critique que tu fais de la situation aujourd'hui de la grande distribution et de comment elle évolue ? Alors, première chose, force est de constater que le modèle indépendant, c'est le modèle gagnant. Moi, je trouve que c'est un super modèle parce que quand on est commerçant, la valeur, elle doit être produite et elle doit venir du magasin. Oui.
C'est-à-dire que pour moi, l'objet de valeur doit être l'objet de l'entreprise. Quand je fabrique des pneus, ma valeur, elle ne doit pas venir de mon conseil dans les usines de mes voisins. Elle doit venir des pneus que je vends. Voilà. Tout à fait. Et donc le monde indépendant, ça il l'a très bien compris. Aujourd'hui, les indépendants, aujourd'hui, la valeur elle est en magasin. Nous, on collectivise finalement des fonctions. Moi, mon travail, c'est de pouvoir fournir ces fonctions à un coût le plus optimisé possible et de libérer plein de valeur pour mes entrepreneurs en magasin, et ils investissent dans leur magasin. Donc force est de constater que ce modèle-là aujourd'hui est le modèle gagnant en France et dans d'autres pays. Regardons l'Allemagne, EDEKA c'est une coopérative, Rêver c'est une coopérative, voilà. Donc aujourd'hui, ce modèle-là, il démontre sa valeur. Et en parallèle, il y a un autre modèle qui démontre sa valeur, c'est les gens comme Lidl, Aldi ou Action, où là c'est des distributeurs transfrontaliers, enfin européens, qui standardisent complètement leur modèle. Et qui ont, je pense, une stratégie sur... Je dis je pense parce que j'ai pas travaillé chez eux. Bien sûr, une stratégie hyper forte sur les coûts et sur ce qu'ils vendent en produits, et que leur objectif, c'est de vendre pas le maximum de références, mais les références importantes pour le conso à un prix qu'on peut pas voir. Quitte à parfois marcher sur le modèle social ou le modèle économique. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc aujourd'hui, est-ce que ça va dans le bon sens ? J'ai envie de dire, pour nous, ça va dans le sens où ça veut dire qu'on va devoir toujours être meilleur que ce qu'on est aujourd'hui, donc ça veut dire que la compétition elle est quand même très forte. La fragmentation elle a quand même de l'intérêt parce qu'elle crée de la diversité, mais finalement comme le commerce il s'hyper spécialise, il y a de la diversité qui est créée mais en dehors de la GMS, donc c'est quand même dommage pour nous. Est-ce que cette hyper concentration elle va standardiser les produits et faire qu'on va tous manger la même chose au même moment? C'est triste. Voilà, donc voilà, moi c'est ce que je vois. Et maintenant, est-ce que ce modèle il est pérenne après 2030? Parce que je pense que là on va aller sur une séquence jusqu'en 2030, je ne sais pas. Il y a plein de gens qui disent oui, mais regardez, en Chine, 50% du commerce alimentaire est fait en digital. En France, on est à peine à moins de 12%. Demain, on vendra 50% de nos produits. Je ne sais pas. Et ça, c'est intéressant parce que, donc, on l'a évoqué, on voit effectivement les enseignes indépendantes qui gagnent du terrain et qui montent avec le trio de tête Leclerc, Intermarché, U. On voit aussi un bio qui se réinvente avec une reprise pour les magasins en GSS. On voit aussi la proxy exploser. Qu'est-ce que ça veut dire du panier des Français pour toi ? Le panier des Français, alors il y a eu plusieurs époques. Avant, on faisait ses courses dans des petits artisans, on allait chez le boucher, on allait chez le boulanger, donc on faisait, en gros, son panier, on le faisait dans plein d'enseignes. Puis après, ça s'est hyper massifié, et je me souviens, quand on parlait en 2000, on parlait de 2 enseignes principales, une enseigne secondaire, donc ça faisait 3 enseignes. Aujourd'hui, je crois qu'on arrive à 8,2 enseignes par Français. Donc ce que ça m'amène, les années qu'on est en train de vivre à partir de maintenant, là, c'est l'hyper-fragmentation de ces courses. Alors je sais que c'est un modèle déposé, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui un consommateur, ça ne le dérange pas d'aller faire des courses chez X en DPH, chez Y en fruits et légumes, chez Z en boucherie, les promos chez W, et voilà, et d'hyper fragmenter les courses. Alors pour 2 raisons, une raison de pouvoir d'achat, je limite mon panier. Et puis une deuxième raison qui est peut-être plus intéressante aussi, c'est finalement est-ce que c'est pas aussi une façon de se faire plaisir? C'est-à-dire que il y a dans les années 90, se faire plaisir, c'était d'aller passer 3 heures dans un grand hyper avec une zone commerciale monstrueuse où j'allais faire mes courses dans un magasin qui faisait 15 000, 20 000 mètres carrés, mais à côté j'avais la cafétéria, j'avais le marchand de jouets, et je pouvais y passer 2 à 3 heures, et parfois je faisais même 200 km pour venir dans cette surface. Aujourd'hui, ce monde-là, il est un petit peu fini, mais en parallèle, je veux faire mes courses rapidement sur les sujets qui m'ennuient. Par contre, je vais peut-être pouvoir passer plus de temps sur des sujets qui m'ennuient moins. Donc finalement, la notion de plaisir, elle est toujours là. Et moi, ce que ça m'amène comme réflexion, c'est qu'il y a les courses corvées. Je vais essayer de les faire les plus vite possible. Même si je peux les faire de chez moi et qu'elles me sont livrées, c'est super. Puis il y a les courses plaisir. Et celles-là, je vais prendre le temps de les faire et puis de me faire plaisir. Se faire plaisir, c'est quand même un sujet aujourd'hui. On se fait pas tout le temps plaisir, et moi je pense que le plaisir, ça reste quand même un truc important dans ce qu'on fait tous les jours, quoi. Donc course corvée, course plaisir. Et du coup, ce que tu évoques, c'est intéressant parce que si tu le retransposes à l'échelle d'un magasin, on peut se poser la question, je prends effectivement l'exemple d'un U, comment on fait pour... parce qu'on parle beaucoup de ça aussi, alors peut-être un terme très marketing, très pompeux, mais quelque part réenchanter l'expérience du shopper dans le point de vente. Alors
Voilà, mais comment on fait pour que quand un consommateur qui va avec son panier dans un U, il prenne du plaisir. Déjà, il y a une étude que j'ai vue, je ne peux pas la citer, mais qui dit quand on demande à un conso qu'est-ce qu'il attend d'un magasin, et là on est vachement surpris parce qu'on s'attend à qu'ils nous disent moi j'attends des trucs fantastiques. Et alors il attend d'avoir des produits qu'il aime, de les avoir dans son magasin, d'être dans un beau magasin, que le magasin soit propre, qu'il y ait des gens qui me parlent, que j'attende pas en caisse et que ça me coûte pas trop cher. Bon. Et là, que tu vas me dire, c'est quand même pas, c'est quand même pas rocket science, mais pourtant c'est ce qu'ils attendent. Et moi j'ai envie de dire, nous ce qu'on fait chez U, c'est que sur un 3000 m², c'est la taille moyenne d'un magasin, un conso il va pouvoir trouver tout ce dont il a besoin, des courses corvées aux courses plaisir. Sur les courses plaisir, on est hyper fort sur le trad. Et donc, on amène un peu cette envie de qualité et d'échange auprès du consommateur. On est quand même hyper fort aussi sur la culture. On a une part de marché là sur le Astérix de 23% en France. C'est pas notre part de marché, hein. 23% des Astérix ont été vendus chez U. Donc on arrive à avoir cet aspect plaisir et cet aspect corvée, on va dire. Et puis on répond à une problématique qui est hyper forte chez le consommateur français, c'est la notion de perte de temps ou de gain de temps. Ouais. Sur un 3000 m², les courses on peut les faire super vite et on trouve tout ce qu'on veut. Et donc au final, on a, c'est ça qu'il faut qu'on développe de plus en plus. C'est-à-dire les prix, c'est l'incontournable aujourd'hui. Mais après, c'est la qualité de service et la qualité de service dans l'ensemble de la chaîne, sans oublier le drive et le e-commerce. Hein. Mais voilà, donc je pense que c'est cette synthèse-là que nous on représente et c'est ce qui fait qu'on fonctionne bien. Là, la dernière image de U vient de tomber. On est la première code d'amour pour les clients en France. Bon, voilà, donc... Quand j'étais en hypermarché chez Carrefour, je leur disais, vous savez, le commerce, c'est une histoire d'amour. Et mes directeurs me disent, non, mais Sylvain, là, tu vas trop fort et tout. Je dis, non. Un client, il vient dans votre magasin parce qu'il vous aime. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est bien de l'amour. Bon, c'est une typologie d'amour. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et après, j'y vois un autre élément, mais qui va de soi. Alors, c'est peut-être un peu ma casquette d'expérience sur les catégories de produits, mais... de simplifier le parcours d'achat pour que ce soit simple pour un magasin parce que quelqu'un qui fait ses courses et qui comprend pas le rayon. Exactement. Donc c'est qu'est-ce que je lui amène comme conseil. Là on rejoint nous notre idée de à prix bas et responsable. La notion de responsabilité, c'est comment j'arrive à conseiller le consommateur facilement. Le consommateur il est de plus en plus expert sans être vraiment expert. Oui. Et donc comment je lui dis là tu peux y aller, c'est un vrai produit, il est bien. C'est vrai. Et d'ailleurs on le voit qu'il a besoin de conseils parce que quand on lui parle du Nutri-Score, pour lui c'est la dernière innovation majeure qui lui a permis de mieux travailler ses produits. Bon, quand on détaille vraiment ce qu'était le Nutri-Score au démarrage et qu'on connaît un peu les process et les procédés pour arriver à avoir un A, c'était pas non plus tip top. Maintenant ça s'est amélioré, mais bon voilà, ça prouve bien qu'il a besoin de conseils et qu'il a besoin qu'on le guide. Et de transparence et de confiance aussi, parce que je pense qu'il y a une crise de confiance aussi auprès des consommateurs. Énorme. Bien sûr. Voilà. Alors 2025, c'est aussi l'année, et là on peut parler vraiment du très court terme, de la montée de l'intelligence artificielle qui, je pense, est adoptée quasiment dans tous les foyers. J'ai vu une étude où il y avait quasiment 1 Français sur 2 qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour leur cadeau de Noël. Qu'est-ce que ça raconte aussi du commerce ? De quel œil tu y vois ? Je pense que sur l'intelligence artificielle, il y a 2 sujets. Il y a comment ça nous aide dans notre métier de tous les jours. Oui. Donc je pense à des sujets un peu basiques, mais il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs différences d'intelligence artificielle. On va dire la première qui a été développée, qui était l'intelligence artificielle basée sur le traitement de la data. Sur les appros, sur le pricing, on met des robots d'intelligence artificielle. Puis après, il y a la deuxième typologie d'intelligence artificielle, qui est l'intelligence artificielle générative, et en gros celle-là on va la retrouver aussi dans le parcours d'achat. Donc c'est l'entité digitale me connaît, elle sait ce que j'aime et elle va être capable de me proposer des produits ou de me proposer des idées de cadeaux ou de me proposer demain le magasin qui a le produit que j'aime au prix le moins cher. Enfin voilà, donc il y a quand même tout ce sujet-là d'intelligence artificielle qui va devenir un guide d'achat pour le consommateur, et nous il faudra bien qu'on se mette dessus au service de ça commence, je veux dire aujourd'hui c'est Google, mais maintenant c'est ChatGPT, enfin voilà, ça commence à être là.
Et puis il y a la troisième révolution IA qui est celle qui aujourd'hui nous perturbe le plus parce qu'elle est arrivée hyper vite. Enfin pour nous, pour des gens pas spécialisés, c'est l'IA agentique. Oui. Et là, l'agentique, elle a un autre sujet, c'est qu'elle va faire à la place d'eux. Elle va conseiller à la place d'eux, et donc elle va avoir un impact dans notre métier. Mais elle va avoir aussi enfin quand je dis notre métier, c'est comment on fait notre métier, mais elle va avoir un deuxième impact, c'est vis-à-vis du client, parce que si demain moi en tant que client je dis à mon IA favorite, écoute, je te délègue mes courses, ce que je veux c'est que mon frigo soit plein tous les jours, et moi ce que je veux manger c'est des fruits et légumes, je veux pas trop de viande, je veux des ça, je veux ci, mais bon tu te débrouilles, et donc il y a un agent qui va aller faire ses courses auprès d'un autre agent, l'autre agent va payer et puis va me livrer, enfin en gros va déclencher la livraison, voilà, et je vais me retrouver livré. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les métiers qui sont désintermédiables vont être désintermédiés à terme. Et il restera qu'un métier qui sera important, c'est la personne qui est capable de bien diriger ses IA et ses agents, et 2, la personne qui parle à une autre personne et qui fait un métier d'empathie, de service, de contact. Là, on peut mettre des robots si on veut, mais je pense que quand même on restera dans une relation d'humain à humain. Ouais. Et donc ça veut dire que notre métier, il va devoir se dire qu'est-ce que je peux déléguer à l'IA et qu'est-ce qu'il faut que je garde absolument dans le contact. Il y a un truc qui est assez intéressant, les magasins sans caissière. Oui. Bon, Amazon Go, je me souviens, c'était quoi, il y a 7, 8 ans, 10 ans, tout le monde nous disait, plus de caissière, c'est la fin du parcours de caisse, je rentre, je sors sans payer, c'est fantastique. Voilà. Il y a toujours des caissières. Bien sûr, et elles sont essentielles. Elles sont toujours là. Même les clients, quand on leur dit on va enlever les caissières, on va mettre des machines, nous disent non, moi ma caissière, c'est celle que j'aime, je veux lui parler, et voilà. Et ça, l'IA, il ne sait pas faire. C'est normal, hein. Mais donc, oui, tout à fait. Donc je pense que ce côté-là de notre métier va évoluer. Enfin, un côté va évoluer vers plus de technologie, mais il y a un autre côté qui va rester vers plus de services. Voilà. Et est-ce qu'on doit voir aujourd'hui justement ces IA qui feront, on verra en fonction de comment les choses évoluent, les courses à notre place. On peut parler aussi de TikTok Shop qui vient de se lancer aussi. Est-ce que c'est une forme de concurrence, et comment, et auquel cas, comment on fait pour s'y préparer? Alors, est-ce que c'est une forme de concurrence? Oui, parce qu'il crée quelque chose d'assez spécial, c'est qu'il désintermédie le commerçant et le client, c'est-à-dire il devient une espèce de barrière entre les deux, et ça c'est quand même gênant, parce que quand on est commerçant, on veut connaître son client. Moi je me souviens que l'un des premiers à avoir fait ça, c'était Instacart aux USA. Oui. Qui avait expliqué à tout le monde qu'ils allaient s'occuper de faire les courses dans les magasins choisis par le client, mais que la base client elle restait chez Instacart. Bon, je crois que ça existe toujours, hein, donc oui, c'est la désintermédiation. Donc ça, c'est un effet de compétition. Oui, si demain TikTok dit moi je vais proposer plein de produits à mes clients, enfin à tous les gens qui me regardent, enfin mes consommateurs, mes utilisateurs, et les produits c'est moi qui les vends, c'est moi qui les produis, ça devient un concurrent, hein, donc voilà. C'est pas ce qu'ils font aujourd'hui pour l'instant, ils préconisent d'acheter et puis ça deviendra un concurrent. Si je prends le cas de ChatGPT, si demain ChatGPT dit du coup je vais devenir prescripteur, vendeur, et puis à la fin je reviendrai aussi dans le monde physique, et c'est ce que voulait faire Amazon, et je ferai mes magasins. Voilà, donc c'est une forme de commerce concurrentiel, oui. Est-ce que ça fera pivoter notre marché comme on dit? J'en sais rien. De toute façon, tout le monde analysera ça de très près, j'en ai aucun doute. Voilà. Sylvain, pour conclure cet épisode, donc sur ce podcast en filtre ajouté, il y a beaucoup de chefs de produits, catégorie manager, chefs de secteur ou autres, que ce soit côté enseigne ou côté fournisseur ou côté distribution. Qu'est-ce que tu aimerais s'il y avait un mot qui retienne vraiment de tous les sujets qu'on a évoqués, au-delà, pour simplifier, mais au-delà des prix bas et soutien aux filières, est-ce que y a une chose que tu voudrais? Tout à l'heure, je parlais de ce sondage sur ce qu'attend un client dans un magasin. Et je pense que c'est bien de se rappeler que nous, on a un métier simple. Et que c'est de cette simplicité que naît le plaisir que peut avoir un client à faire ses courses dans un magasin. Et donc je pense que on est dans un monde complexe, il faut toujours modéliser tout sur quoi on travaille, mais à la fin il faut jamais oublier que nous on travaille pour donner du plaisir à des gens dans un magasin, et qu'ils ont envie de revenir et qu'ils ont envie de dépenser chez nous. Voilà, et donc le plus important et le plus essentiel, c'est nos basiques. Faut pas oublier nos basiques, voilà, et il faut être sur nos basiques. Et après, bien sûr, on peut développer d'autres sujets. Et nos basiques, c'est des beaux magasins, c'est des gens souriants, c'est des produits bien choisis,
C'est des produits bons quand on est en frais métier. C'est un parcours simple, hein, tu l'as dit, la simplicité. Et c'est donner envie à des millions de gens de venir dans nos magasins. Voilà ce que j'ai envie de passer comme message. Sylvain, merci beaucoup. Une dernière question un peu signature du podcast. Tu peux prendre le temps de la réflexion. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast Sans filtre ajouté ? Donc, ça peut être une personne de l'univers de la grande distribution, quelqu'un que tu as rencontré sur ton parcours, un sujet en particulier. Cécile Guillot de Picard. Ouais, d'accord. Elle est jamais venue ? Non. Voilà. Ok. Bon, je lui passerai le message. Merci beaucoup, Sylvain. Il n'y a pas de quoi.